objectif de bon état des masses d'eau à 2027, de savoir où on en est. Donc voilà, on va commencer dans pas longtemps. Nous avons Madame Dozer par visioconférence. Et puis nous allons essayer de finir vers 15h45 à peu près pour des échanges avec vous, pour prendre vos questions, pour essayer de finir vers 16h. Mais tout d'abord, je vais demander à notre président, donc président du Cercle français de l'eau, Thierry, d'introduire cette conférence avant de commencer les échanges. Thierry ? Merci, chère Florence. Alors pour tout vous dire, je n'ai pas prévu d'intervenir. Donc je vais essayer de vous dire quelques mots quand même. D'abord, bienvenue à toutes et à tous. Et je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence. Monsieur le sénateur, mesdames et messieurs, vous dire que ce qu'on vient de vivre à travers cet été que nous venons de passer, c'est que la question de l'eau nous revient de manière brutale. Et plus que jamais, je crois, il va nous falloir nous réapproprier ce dossier. Lorsque nous avons imaginé cette conférence avant l'été, nous étions sur les problèmes de qualité d'eau et d'objectifs DCE, et la réflexion de cet après-midi devait tourner autour de cette question. Et aujourd'hui, après l'été que l'on vient de passer, on se dit que non seulement on a un problème de qualité à régler, mais aussi un problème de quantité. Alors j'aime bien illustrer mon propos quand je parle comme ça, et j'aime bien utiliser la Bretagne parce que je suis un peu chauvin. Et je vais vous prendre l'exemple de la Bretagne. La Bretagne, il y a une particularité, c'est que toute l'eau qui tombe en Bretagne s'écoule en Bretagne, s'infiltre en Bretagne et se jette en Bretagne. C'est un bassin hydrographique autonome. C'est très rare, monsieur le sénateur. Mais nous, on a une entité hydrographique qui est le massif armoricain. On a 30 000 km de cours d'eau et on a 2700 km de littoraux. Et la qualité des eaux littorales est totalement liée à la qualité des eaux terrestres. Donc c'est simple. Quand il pleut, normalement, l'eau est encore de qualité. Si elle arrive dans nos estuaires dégradés, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et finalement, en Bretagne, on découvre tout simplement que c'est le développement économique de la Bretagne et l'aménagement du territoire breton qui fait la qualité de l'eau, des rivières et des fleuves. Et c'est pas autre chose. Donc la responsabilité des Bretons, elle est totale. Mais là où je voulais en venir, c'est que au moment où je vous parle, vous savez que lorsqu'on regarde la DCE, directive cadre européenne, on s'aperçoit que la région Bretagne, qui était pourtant une région un peu montrée du doigt sur les problèmes de qualité, c'est aujourd'hui la Bretagne qui, je crois, a dans les meilleurs résultats au titre de la DCE, d'atteindre des objectifs DCE en France. Vous vous rendez compte ? Vous posez la question dans la salle ici, je pense que personne n'aurait donné la Bretagne avec 40% de conformité. À peu près. Hein, voilà. Mais quand vous êtes dans les Pays de Loire, par exemple, vous tombez à 11% de conformité. Mais ce qui est intéressant en Bretagne, c'est de vous dire qu'en Finistère, donc au bout du bout, on a 70% de conformité. Et en Ille-et-Vilaine, on a 3% de conformité. Où est le problème ? Eh bien, on s'aperçoit tout simplement que la qualité des eaux des fleuves dépend aussi de la quantité d'eau qu'il y a dans le fleuve. Et plus il y a de pression, moins il y a d'eau, plus c'est compliqué. Et lorsqu'il pleut plus d'1,20 m dans le Finistère, vous tombez à moins de 600 mm à Rennes. Et devinez où sont les besoins futurs d'augmentation de la consommation d'eau. C'est pas à Pointe-Finistère, hein. C'est sur Rennes. Donc, cette question de l'eau,
sa qualité, de sa quantité, devient centrale. Et moi, ce que je voudrais vous dire, pour conclure mon propos introductif, c'est que plus que jamais, on a besoin de se mobiliser et d'aborder avec lucidité, transparence et sérieux cette affaire. La question de l'eau, c'est la question de l'avenir de nos territoires. C'est la question de la santé publique. C'est la question de la santé de nos populations. C'est la question de l'agriculture. C'est la question de l'énergie. Tout est autour de ce dossier. Et moi, je souhaite, et c'est pour ça que je suis très heureux que vous soyez là cet après-midi, je souhaite que notre cercle français de l'eau, qui est composé d'acteurs économiques, d'entreprises, d'élus, d'acteurs de l'énergie, et tous ceux qui veulent contribuer à nos réflexions, je souhaite que ce cercle de l'eau fasse des propositions pour qu'on arrive à convaincre toutes et tous que ce sujet mérite une attention particulière. Et c'est un beau sujet. L'une de nos dernières conférences était l'eau comme bien commun. Ben, au moment où on recherche des sujets politiques de rassemblement, ben, je pense que la question de l'eau est intéressante. Parce qu'il va falloir être solidaire, il va falloir partager dans un objectif commun, finalement, de préservation d'une ressource naturelle exceptionnelle dont on dispose aujourd'hui encore en métropole. Donc à nous de peser collectivement, ensemble, avec nos différences d'approche, mais ensemble pour faire que ce sujet soit en haut du calendrier politique demain et de la prise de conscience de nos concitoyens et de nos élus. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Thierry. Donc effectivement, je rebondis sur ce que tu viens de dire Thierry, sur le fait qu'on vient de vivre cet été une sécheresse historique qui a conduit à l'assèchement de nombreux cours d'eau, à des restrictions d'usage de l'eau quasiment partout en France, à des concentrations de pollution rendant parfois l'eau impropre à la consommation que certaines communes ont connues. Donc effectivement, nous sommes en droit de nous demander comment se portent nos fleuves, nos rivières, nos lacs, nos nappes, le reste de l'année, à quelles obligations de protection elles répondent et quels dispositifs sont mis en place justement pour les suivre et évaluer leur état, selon qu'on parle de critères écologiques, physico-chimiques, selon donc les critères établis par la directive 4 sur l'eau. Donc nous avons monté cette conférence pour essayer d'y voir un petit peu plus clair sur la situation actuelle. Nous avons invité 4 intervenants avec nous, issus principalement du monde institutionnel, dont les rôles complémentaires permettent justement de définir, d'appliquer, de suivre et d'évaluer notre politique de préservation des écosystèmes aquatiques. Donc je vais vous présenter tous les 4. Madame Dozer, vous êtes avec nous, je vais me lever. On vous voit, Madame Dozer. Oui, bonjour, je suis là. On vous voit, Madame Dozer. Donc, Madame Dozer, vous êtes chef de l'unité gestion durable de l'eau douce à la direction de l'environnement à la Commission européenne. Merci d'être avec nous. Nous accueillons également Monsieur René Lallemand. Vous êtes directeur adjoint à l'Office français de la biodiversité à l'appui des stratégies pour la biodiversité. Nous accueillons également M. Christophe Poupard. Vous êtes directeur adjoint à l'Agence de l'eau Seine-Normandie sur tout ce qui est planification. Et nous accueillons le président de l'autorité environnementale, M. Philippe Ledenvic. Merci à vous d'être là. Madame Dozer, je m'adresse à vous en premier. La directive carte sur l'eau dont je parlais tout à l'heure, qui date d'octobre 2000, définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grands bassins hydrographiques sur le plan européen. Elle fixe notamment un objectif de bon état pour les masses d'eau,
Alors, c'était à l'horizon 2015, avec un report à 2027 possible en dernière échéance. Est-ce que vous pourriez nous rappeler rapidement ce qu'on définit comme étant une masse d'eau et ce qu'on définit comme étant son bon état? Quels sont les objectifs finalement qui sont réellement imposés par la DCE à tous les États membres? Oui, bien sûr. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais dire, et ça tombe pas sur la réponse à la question, que en fait, le sujet de l'eau est très haut sur l'agenda politique. Et j'étais très contente en fait, d'entendre les introductions à votre événement parce que, en fait, cette semaine, on a la session plénière du Parlement européen à Strasbourg et juste hier, notre présidente, Madame van der Leyen, a parlé, elle a donné son discours sur l'état de l'Union. Et je suis contente de dire et de constater que pour la première fois, elle a parlé pas mal de l'eau. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir son discours, sinon il est évidemment accessible à tout le monde. Elle a parlé des sécheresses, de la crise climatique, évidemment, mais elle a même mentionné avec les noms quelques rivières en Europe qui ont souffert beaucoup pendant cet été. Il y avait le Rhône dedans. Donc, la France est à l'attention aussi pour l'eau au niveau européen. Je voulais juste vous passer ça parce que je pense que c'est très bien pour savoir que la discussion que nous avons aujourd'hui est vraiment d'une valeur d'actualité incroyable. Donc, plus précisément sur la directive cadre sur l'eau, il est évident, et ça c'était mentionné déjà aussi, qu'elle elle n'est pas en isolement, elle est située dans un cadre plus large de la législation européenne sur l'eau. Elle est aussi située dans le contexte politique du Green Deal. Euh, donc, les objectifs de la directive 4 vont beaucoup plus large que cette pièce de législation toute seule. Mais pour répéter brièvement, comme vous le souhaitez, les objectifs, pour tous nos rivières, nos lacs, nos eaux souterraines, donc les masses d'eau, l'Europe s'est mis comme objectif d'atteindre le bon état. Et ça veut dire que donc tout le système aquatique est dans un état où il peut se soutenir et renouveler automatiquement toute seule et d'une manière saine. Les principes principaux de la directive, donc, c'est que ce bon état est atteint, mais aussi que pendant le chemin qu'il n'y a pas des détériorations. Donc, il y a un principe de non-détérioration avant d'atteindre le bon état. Et notre perspective, évidemment, était d'abord 2015. Malheureusement, on n'a pas atteint cet objectif pour le bon état. Maintenant, on est dans la perspective de 2027 parce que c'est le dernier moment où toutes les dérogations, normalement, devraient finir. Euh, le bon état, et ça vous l'avez mentionné déjà aussi, est composé de plusieurs éléments. Il y a des éléments écologiques, chimiques et quantitatifs. Et chaque composant a ensuite aussi des sous-catégories. C'est un système assez complexe. Je ne vais pas vous répéter tous les éléments spécifiques, mais juste pour savoir qu'on regarde vraiment dans le détail tout ce qui est lié au système aquatique, l'écosystème aquatique. J'aimerais aussi, encore une fois, dire que la directive 4 s'occupe aussi de la quantité de l'eau, parce que souvent, on entend que la directive 4 n'est pas intéressée par la quantité d'eau, mais c'est absolument pas vrai. La quantité d'eau joue dans le bon état, il est lié à plusieurs de ces sous-éléments du bon état. Et pour les eaux souterraines, on a directement un objectif quantitatif du bon état. La directive 4 nous donne aussi les outils et les principes pour atteindre le bon état, donc la gestion au niveau de bassin, l'approche intégrative, vous l'avez déjà mentionné, tous les secteurs sont impliqués et participent donc dans ces consultations publiques qui sont aussi
une obligation sur la directive cadre. Donc, je pense que je vais arrêter là parce que vous avez encore beaucoup d'autres questions à traiter. Oui, justement, par rapport à ce que vous nous disiez, par rapport au bon état, à ces critères, on voulait savoir quel était le constat en France finalement après le rapportage en 2019. Est-ce qu'on respecte les objectifs? Alors Thierry Burlot nous a déjà dit ce qu'il en était en Bretagne, mais qu'est-ce qu'il en est sur les autres bassins hydrographiques en France? Et surtout, où en sont aussi nos voisins européens? Est-ce qu'ils appliquent les mêmes critères d'évaluation? Et est-ce que finalement, ils sont meilleurs élèves ou moins bons élèves que la France? Merci beaucoup. Donc, je m'imagine que tout le monde qui est dans la salle aujourd'hui connaît déjà un peu le système, mais juste pour rappeler, la DCE prévoit donc un système de rapportage régulier par tous les États membres. C'est un cycle de 6 années. Et ensuite, une fois que les États membres nous ont donné ce qu'ils ont trouvé, nous, à la Commission, on analyse et on fait un rapportage. En 2019, comme vous l'avez mentionné, on a publié notre analyse des deuxièmes plans de gestion des bassins. Et là, dans cette analyse, nous avons regardé le progrès de chaque État membre, y inclut la France et tous ses bassins, mais aussi au niveau européen. Donc, pour répondre globalement à votre question, la France se situe plus ou moins à la moyenne. Globalement, à l'échelle européenne, nous sommes très en retard, ça aussi, vous l'avez déjà mentionné, à atteindre les objectifs. Vous entendez peut-être pas, mais Au-delà du la salle rit. rapport de 2019, en fait, nous avons fait un rapport plus récent. Je ne sais pas si tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui le savent, mais la Commission et les États membres font aussi des rapportages mi-cycle, donc après 3 années de chaque cycle. Et juste avant la fin de l'année passée, donc en décembre 2021, nous avons publié un rapport sur ce mi-cycle. Et là, on a également regardé pour tous les États membres, donc pour la France, plus en détail, on a trouvé que dans les 14 districts qui ont fait le rapportage, de nombreuses mesures sont en train d'être mises en œuvre dans ce deuxième programme des mesures qui est lié au plan de gestion. Nous avons aussi appris que la France a mis en place un outil pour le suivi des mesures prises, donc pour être concrètement voir sur chaque mesure où est le progrès. Dans ça aussi, nous sommes contentes que c'est en place maintenant. Et au niveau, qu'est-ce qu'il reste à faire? La gouvernance a été identifiée par la France comme un des freins à la mise en œuvre des mesures, ainsi que aussi le financement. Ça reste un problème, pas seulement en France, mais un peu partout, et on peut revenir sur la question plus tard. Et nos voisins européens, du coup, comment ils se situent? Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment... Déjà, est-ce qu'ils appliquent les mêmes critères d'évaluation que la France? Ou est-ce qu'ils sont... Oui, les qui critères, sont les bons les élèves critères, mais les critères que la Commission applique pour mesurer les progrès, pour analyser, ça sont les mêmes pour tous les États membres, évidemment. Et comme je vous l'ai dit, la France est un peu à la moyenne. Il y a des choses où elle est avancée, il y a des choses où elle est moins avancée, mais oui, bon élève. D'accord. La salle rit en disant on peut mieux faire. Mais je vais me tourner du coup vers Vous monsieur. savez qu'ailleurs en Europe, on pense toujours que dans les écoles en France, la notation est très stricte. Et donc, je ne sais pas quel mot appliquer pour que ça corresponde à votre compréhension. Vous avez raison. Mais pour nous, la France est au milieu, pas le meilleur, pas le D'accord. pire, plus ou moins au milieu. Et alors, quels sont les bons élèves? Quels sont les meilleurs élèves de l'Europe? Mais écoutez, je ne peux pas vous dire ça comme ça parce que ça dépend vraiment de chaque... il n'y a pas des États membres qui sont super sur tous les critères.
Et il n'y a pas des États membres qui sont terribles sur tous les critères. Ça change un peu selon ce qu'on regarde. Je ne peux pas aller dans les détails, mais je vous invite à regarder nos rapports parce que là, on fait vraiment des tableaux avec toutes les comparaisons. Critère par critère, donc. Merci, Madame Dozer. Je vais me tourner vers Monsieur René Lallemand de l'Office français pour la biodiversité. Donc, Monsieur Lallemand, donc vous êtes directeur adjoint de l'appui aux stratégies pour la biodiversité. L'OFB a pour mission notamment justement d'apporter son appui aux divers acteurs pour évaluer les politiques publiques, mais elle a aussi pour mission de développer la connaissance et l'expertise sur l'ensemble des composantes de la nature, dont les écosystèmes aquatiques. Je rajoute aussi que l'OFB est en charge de la police de l'eau, qui contrôle notamment l'application des arrêtés sécheresse qu'on a connus par exemple cet été. Donc vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'OFB et sur l'intervention de l'OFB dans l'évaluation de ce bon état dans le cadre de la DCE et cette définition du bon état des masses d'eau, quel dispositif vous mettez en place pour ça? Merci. Alors l'OFB, pour vous rassurer, a beaucoup d'autres missions bien sûr, mais continue à travailler sur l'eau. Donc je tenais à rassurer, pas pour tout de suite, le CFE sur le sujet. On continue à travailler sur l'eau. Et pour cette question-là, essentiellement avec l'objectif d'assurer la qualité des données de surveillance, la cohérence du dispositif d'évaluation et de faciliter la meilleure utilisation possible de l'ensemble des données d'évaluation, de surveillance, pour la planification notamment, ou pour la police, ou pour d'autres usages. Donc, sur le plan de la qualité, premièrement, l'OFB est service instructeur de l'agrément des laboratoires, agrément délivré par le ministère. Donc, on instruit les demandes d'agrément avec l'appui du COFRAC, qui est l'instance française d'accréditation, des laboratoires d'analyse des eaux chimiques et biologiques, et avec l'appui aussi d'Aquaref, qui est le laboratoire national de référence, qui définit les méthodes de référence, les limites de quantification, par exemple, sur le plan de la chimie. Donc, premièrement, c'est cette qualité qui est assurée de cette façon-là. Ensuite, sur la mise à disposition des données, toutes les données collectées, produites dans les bassins sur la surveillance des milieux aquatiques sont mises à disposition sur un service en ligne qui s'appelle Naiad, sur le portail Eau France, de manière à ce qu'elles puissent être utilisées dans des formats standardisés et open data par tout le monde. Nous contribuons aussi par nos propres services territoriaux à la production de certaines de ces données, sur l'hydromorphologie notamment, et sur l'hydrobiologie, avec en particulier l'intégration en cours des laboratoires d'hydrobiologie des DREAL, qui sont désormais intégrés avec leur personnel, qui l'ont bien voulu, dans l'OFB. Donc ça, c'est pour la surveillance. Alors, sur l'évaluation, le dispositif de la DCE est particulièrement complexe. Il y a toute une série d'indices biologiques qui vont permettre d'évaluer les éléments de qualité biologique de l'état écologique. Et donc, nous pilotons le développement depuis longtemps, mais ça continue encore, d'indices de qualité sur différents compartiments qui correspondent à des communautés d'organismes comme les diatomées, les macrophytes, les poissons, les invertébrés, sur toutes les catégories d'eau, y compris les eaux côtières, en hexagone et en outre-mer, avec des différenciations assez particulières pour l'outre-mer, et c'est assez compliqué, c'est pas terminé. Donc il y a donc le pilotage de ces outils d'évaluation qui demandent un temps assez considérable de mise au point et de test avant de pouvoir être adoptés officiellement et utilisés. Donc ça, tout ce travail-là se fait en liaison évidemment en appui au ministère qui nous passe des commandes et à qui on propose ces méthodes, mais aussi avec les agences de l'eau qui sont les utilisateurs, enfin les agences de l'eau, les bassins, disons, les acteurs des bassins,
mais les agences de l'eau qui sont les utilisateurs et donc qui détiennent la clé finalement de l'évaluation en utilisant ces outils. Et ces outils sont standardisés avec un service en ligne qui s'appelle le système d'évaluation de l'état des eaux, qui est aussi un service en ligne sur Eau France, qui permet à chacun d'appliquer les mêmes indices à ses propres données de façon homogène pour toute la France. Donc voilà un peu l'aspect mise à disposition et qualité. Sur l'aspect données, je voulais aussi mentionner une chose, c'est qu'on a aussi non seulement besoin de données de surveillance, mais aussi de données de pression. Et il y a un certain qui permettent d'interpréter les causes notamment de déclassement dont on parlera tout à l'heure. Donc il y a un certain nombre de données, pas forcément sur tous les sujets, mais par exemple sur les obstacles à l'écoulement, sur les prélèvements en eau et sur les ventes de produits phytosanitaires qui sont dans des bases de données accessibles en ligne aussi, fournies notamment par les agences de l'eau, comme beaucoup de ces données, hein, qui sont disponibles. Et ça, elles servent notamment pour l'état des lieux qui est réalisé 2 ans avant la révision du stage. Et puis, dernier point pour compléter, et ça va anticiper sur ce qu'on va probablement dire tout à l'heure, c'est que nous sommes l'opérateur technique du rapportage, c'est-à-dire le point de passage entre les producteurs de données qui sont dans les bassins et le ministère qui rapporte à la Commission européenne. Donc, à travers ça, cette coordination technique, on veille, on assure, je ne sais pas, à ce qui est justement une qualité des données rapportées homogène pour l'ensemble de la France, une sorte des méthodologies appliquées en commun et qui permettent d'être exploitées aussi bien au niveau européen, qui est l'obligation du rapportage, mais aussi au niveau interne pour justement faire évoluer nos politiques. Et alors, grâce à tous ces dispositifs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les principales causes de déclassement des masses d'eau en France métropolitaine et en Outre-mer? Attendez, je vais vous l'allumer. Ouais, je vais vous l'allumer juste. Hop, tenez. Et après, vous défilez. Normalement, ça marche. Voilà. Et comment, en fait... Voilà, la question, c'est vraiment quelles sont les principales causes de déclassement. Et puis après, je vous demanderai en effet comment vous prenez en compte les polluants émergents et le changement climatique, les effets du changement climatique dans ces effets, enfin, dans ces causes de déclassement. Alors, le déclassement au sens strict... Le déclassement au sens strict, c'est l'application d'un principe one out, all out, qui fait que dès qu'un élément de qualité n'est pas bon, il l'emporte. Et donc ça, c'est les cartes que vous voyez, que je ne vais pas commenter particulièrement, qui donnent à l'échelle de la masse d'eau l'état de chaque masse d'eau. Hein. Il doit y avoir l'état... ça, c'est les eaux souterraines. Et donc on a en bleu le bon état et en rouge, en gros, l'état médiocre. Donc le déclassement, c'est ce qui n'est pas bleu. Les masses d'eau déclassées, c'est celles qui ne sont pas bleues. Et là... il doit y avoir l'état écologique et l'état chimique. C'est pareil, il y a beaucoup plus de bases d'eau, vous voyez. Il y a un petit souci en Adour-Garonne, excusez-moi, c'est de ma faute. Mais ils ont des données, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, de moins en moins, ça c'est sûr. Voilà, donc le déclassement, c'est ce qui n'est pas en vert. Voilà. Ou en vert ou en bleu. Voilà. Non, il y a une explication après. Voilà. Alors, il y a... en fait, j'avais 2 cartes. Il y en a une avec les substances ubiquistes qu'on trouve partout. Et c'est là où il manque les données, c'est bizarre. Et là, c'est sans les données, sans les substances ubiquistes qui montrent donc un peu plus les polluants qui apparaissent localement et pas par la pollution atmosphérique, par exemple. Comme les HAP, et donc on voit un petit peu mieux et là il y a Adour-Garonne. Voilà. Donc le déclassement, c'est l'application du principe de l'élément déclassant one out, all out, qui est très pénalisant parce que dès qu'il y a un élément qui est mauvais, tout est mauvais. Alors il faudrait que je passe en revue les différents éléments de qualité. Quand les éléments de qualité sont des substances, une substance dont la concentration dépasse une norme de qualité déclasse. Et donc on peut, c'est le tableau que vous voyez, classer à l'échelle de la France. Il peut y avoir évidemment des disparités locales, mais on peut classer à l'échelle de la France les substances
par ordre de nombre de masses d'eau, ou de pourcentage, je ne sais plus, c'est le nombre de masses d'eau déclassées. Alors, il y a des listes de substances qui sont différentes pour l'état écologique, pour l'état chimique. Vous les reconnaissez ici. Donc, là où il y en a le plus, vous voyez, là, c'est des pesticides, c'est des herbicides. Et sur l'état chimique, c'est un peu d'autres substances. C'est plutôt des HAP. Voilà. Donc ça donne, et c'est un nombre de masses d'eau considérable, alors qui sont déclassées. Donc vous voyez 500 sur... le nombre de masses d'eau, je connais celui de mon bassin, c'est 1820, mais 1800, total, je sais pas. Ouais, voilà, 4000 ou je ne sais plus, voilà, bon. 5000, oui, c'est ça, l'ordre de grandeur, c'est ça. Donc voilà, et sur les HAP, il y en a beaucoup aussi, 1500, 1800, voilà. Donc ça, c'est une première façon de voir la responsabilité de certaines substances dans le déclassement. Et puis, pour les éléments de qualité biologique, alors elles peuvent être déclassées parce qu'il y a une mauvaise note sur les diatomées ou sur les poissons, mais c'est un peu difficile de dire que c'est à cause des poissons ou à cause des diatomées. Donc là, c'est plus intéressant d'aller regarder ce qui est analysé comme, pour chaque masse d'eau, les pressions significatives. C'est cette... non, vous y étiez, c'était bien c'est celle-là, l'expression. oui, voilà. Et donc là, il y a aussi un classement à l'échelle nationale des pressions significatives. On est parti là. Allez-y, on est revenu. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Continuez, monsieur. Donc vous voyez, pour les eaux de surface, ce sont d'abord des pressions hydromorphologiques, liées notamment à la fragmentation des cours d'eau, mais aussi à des questions de transfert sédimentaire ou de choses comme ça. Ensuite, les pollutions diffuses. Ensuite, les prélèvements. Les pollutions ponctuelles, un petit peu moins. Pour les masses d'eau souterraines, il y a un grand nombre de masses d'eau souterraines qui ne sont pas soumises à des pressions significatives. Et sinon, c'est à nouveau, pas tout à fait dans le même ordre, je crois. Si, c'est dans le même ordre. Pollutions diffuses, prélèvements et autres pressions. Les pollutions ponctuelles étant plus rares, mais ce qui est assez naturel pour les eaux souterraines. Voilà. Donc, ça montre là... vraiment, ça donne la direction pour agir dans les SDAGE, dans les programmes de mesure, vers où il faut agir. Voilà l'intérêt de ça, de ce classement. Alors chaque bassin le fait à son échelle et peut agir avec une différence, hein, mais c'est bien ça. Donc voilà les déclassements. Au niveau des polluants émergents, est-ce qu'ils sont pris en compte aujourd'hui dans les dispositifs ou pas encore finalement? Est-ce que c'est encore de l'ordre de l'expérimentation? Alors oui, ils sont pris progressivement en compte. C'est-à-dire qu'à chaque cycle, on surveille davantage de substances qu'on ne les utilise pour le déclassement, c'est-à-dire pour l'évaluation, de manière à anticiper le cycle suivant où certaines d'entre elles qui sont justifiées pourront être intégrées dans le dispositif d'évaluation. Donc à l'échelle européenne, il y a une liste de vigilance d'une quinzaine, je crois, de substances. À l'échelle nationale, on a une centaine de substances qu'on surveille en plus des substances réglementaires. Et on a aussi, une fois par cycle, ce qu'on appelle un réseau de surveillance prospective qui va faire des flashs sur certains types de substances. Je crois que le premier, on l'avait fait en 2012 sur les médicaments, en 2018 sur les détergents et les biocides, et en 2023, on va le faire sur les perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc, c'est une intégration progressive qui se fait avec deux approches possibles, qui est soit on surveille les substances envers lesquelles on sait qu'on a des leviers pour agir, ou alors on surveille un peu plus largement de manière à dire aux acteurs des politiques il faut trouver des nouveaux leviers pour lutter contre les pollutions par ces substances. Nous, on favorise plutôt la deuxième option, mais je reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus. Donc voilà sur les polluants émergents. Je voulais aussi vous montrer que ce qui est intéressant, ça c'était pour les eaux souterraines. Vous voyez, il y a plein d'herbicides. Là, on est sur les eaux de surface. Ah ben non, c'est les mêmes. Sur les eaux souterraines, oui, en majorité des pesticides et des nitrates. Voilà. Les nitrates ne sont pas considérés comme des substances, c'est dans la physico-chimie, je ne les ai pas intégrés ici pour les eaux de surface. Alors que là, c'est vraiment compliqué. Là, on est à combien de total de masse d'eau pour les eaux souterraines? Parce que je vois 300.
Non, ça c'est les eaux souterraines. Les eaux souterraines, il y en a 500. Environ 500. À l'échelle française, elles sont beaucoup plus grandes. Donc c'est les pesticides, ça, les eaux françaises sont contaminées par les pesticides, voilà, et un peu moins par les nitrates, mais aussi. Voilà. Quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a un objectif environnemental dans la DCE dont on ne parle pas toujours. On parle du bon état à atteindre, mais il y a aussi le suivi des tendances. De la non-dégradation des masses d'eau dont parlait Bettina Deuzer tout à l'heure. Non, la réduction des pollutions. Il y a un objectif de réduction des pollutions pour les eaux de surface, plutôt sur les substances prioritaires, et pour les eaux souterraines beaucoup plus largement. Et là, il y a un exemple qui montre, par exemple, depuis, c'est un pesticide, la pendiméthaline, je crois que c'est méthaline, qui montre à la fois au niveau des ventes, c'est les bâtons, et les concentrations dans les cours d'eau, de 2009 à 2020, les affaires vont bien. Voilà, les ventes le produit intérieur brut a bénéficié de la plus-value de ces ventes. Vous voyez, quand on regarde le PIB comme un indicateur, voilà, ça bénéficie de la pollution des rivières par les ventes de pesticides. Donc ça augmente. Et par contre, il y en a d'autres. Par exemple, l'isoproturon qui a été interdit à partir de 2017. Mais l'annonce a été faite en 2015. Donc il y a eu beaucoup de ventes en 2015 pour faire des stocks. Ça a été utilisé en 2016, encore un tout petit peu en 2017, et plus du tout après. Et dans les cours d'eau, il n'y en a plus. Pratiquement plus à partir de 2020. Donc vous voyez, il y a des effets. Interdire, c'est du réglementaire, mais ça marche, ça donne des effets. Voilà. Merci, monsieur Lallemand. Changement climatique ? Oui, tout à fait. Effet du changement climatique. Mais j'imagine que déjà, la qualité est liée à la quantité. Qui dit baisse de débit, dit concentration un petit peu plus élevée. Donc clairement, ça se voit dans les indicateurs. Il y a des effets du changement, ou des effets. Il y a des effets du changement climatique sur l'évaluation, certainement. Aussi bien sur les communautés biologiques, les poissons ne se portent pas très bien quand il n'y a plus beaucoup d'eau, quand il n'y a plus d'oxygène, quand la température augmente, etc. Et il y a des effets sur les concentrations, c'est ce que vous venez de dire. Par contre, ils ne sont pas identifiés sous l'angle conséquence du changement climatique. Les déclassements, c'est la conséquence des pollutions diffuses, c'est la conséquence de l'hydromorphologie, mais pas du changement climatique. Alors, pourquoi ? D'abord, je dirais que le dispositif dans lequel on s'inscrit ne le prévoit pas. Bon. Oui, c'est voilà. Mais aussi quand même, si on met en perspective les différentes causes de dégradation, je dirais, des écosystèmes. Et je vais invoquer là l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, l'EFES, qui a été faite, publiée assez récemment, en 2021, je crois. Pour les milieux aquatiques, c'est peut-être un petit peu avant, et qui classe les différentes causes de dégradation des écosystèmes. Elle classe le changement climatique comme la 5e cause par ordre de grandeur, par rang. C'est-à-dire que la fragmentation, par exemple, est une cause beaucoup plus importante, les pollutions aussi. Et souvent, le changement climatique va exacerber. Quand on parle de l'augmentation des concentrations de pesticides, les pesticides ne sont pas présents naturellement dans l'eau. Donc le changement climatique va exacerber, intensifier des pressions qui existent déjà. Donc avant de l'identifier au changement climatique, il faudrait d'abord réduire les pressions qui sont à la base de ces phénomènes. Voilà. Mais l'EFES avait quand même identifié le changement climatique comme l'introduction des espèces exotiques envahissantes, comme 2 formes de pression en forte augmentation dans son évaluation. Merci, monsieur Lallemand. Je vais vous reprendre le petit... voilà, que je vais donner à monsieur Poupard. Donc, monsieur Poupard, justement, là, on va faire un focus sur le bassin Seine-Normandie. Vous êtes directeur donc, de la connaissance et de la planification à l'Agence de l'eau Seine-Normandie. On va commencer par quelques chiffres sur le bassin, puisque le bassin Seine-Normandie est quand même, c'est 18% du territoire français, c'est 95 000 km², ça couvre une population de plus de 18 millions d'habitants, dont près de 65% vivent en région parisienne.
Comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez un peu plus de 1500 masses d'eau pour 55 000 km de rivières, 53 masses d'eau souterraines, 6 estuaires, 640 km de côtes maritimes. Par rapport à ce qui vient d'être dit, par rapport à Madame Dozer et Monsieur Lallemand, où en est le bassin Seine-Normandie sur l'état de ses eaux et quel progrès avez-vous pu constater en 15 ans depuis finalement l'état des lieux de 2004 ? Alors, on va faire de l'histoire. Je vais peut-être... Oui. Avant ça, je vais juste vous dire ce qu'on fait en matière de surveillance, parce que je vais vous dire par la suite, ça vient de ça. Donc effectivement, vous avez ici le nombre de stations. Alors c'est plus les masses d'eau, là, c'est les stations qui nous permettent de faire des prélèvements en eau superficielle ou en eau souterraine. Prélèvements que nous analysons, alors soit sous l'aspect biologique, c'est-à-dire quelle vie on trouve dedans, soit sous l'aspect chimique, comme on l'a expliqué. Ça, c'est dans des labos. Et à partir de quoi on en déduit effectivement tous les calculs et l'état à la fois des eaux superficielles et souterraines. On suit 1100 paramètres concernant les substances, hein, donc c'est quand même important. Alors c'est pas 1100 paramètres tous les ans, hein, comme on l'a expliqué, mais au total c'est ça. Ça fait plus de 6 millions de données produites par an, donc c'est pas négligeable, et c'est un coût de 9 millions d'euros par an aussi, hein, donc c'est un effort considérable finalement que fait chaque bassin hydrographique pour obtenir toutes ces données. Alors, les progrès réalisés, puisque c'était votre question. Où vous en êtes justement, et puis c'est vrai que voilà, depuis 2004, quelles Alors, sont les évolutions? Je sais, ça pique les yeux, mais je vais vous expliquer. De gauche à droite, ce sont les années. On commence en 95 et on va jusqu'en 2014. Et de bas en haut, c'est l'estuaire de la Seine, depuis l'entrée de l'estuaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le barrage de Pau, c'est en amont de Rouen. Hein, donc vous avez en tête, je pense, toutes les boucles de la Seine de Rouen jusqu'à la mer. Et donc en haut, c'est la baie de Seine. Et les couleurs, ça représente la concentration en oxygène. Quand c'est rouge, c'est très mauvais, les poissons ne peuvent pas vivre. Et quand c'est bleu, vert ou bleu, c'est bien meilleur. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça a été rouge quand même pendant très longtemps. Et pendant très longtemps, il n'y avait quasiment pas de poissons. Il y avait 3 espèces de poissons dans la Seine. Aujourd'hui, il y en a plus de 30. Hein, voilà, donc ça, c'est une vraie évolution. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir des années 2000, ça s'améliore nettement. Et c'est très en lien avec l'amélioration du système d'épuration, notamment la station d'épuration d'Achères, hein, qui est la plus grosse d'Europe et qui épure quasiment tout le bassin, enfin toute la région parisienne. Donc voilà, les progrès historiques qu'on a fait, mais ça je pense que beaucoup d'entre vous le savent, sur les bassins, c'est l'amélioration de l'épuration, donc ce qu'on appelle les pollutions ponctuelles. C'était un travail énorme. Et avec le recul, on a envie de dire que c'était facile, même si à l'époque on ne disait pas que c'était facile. C'était facile par rapport à ce qu'on doit faire maintenant. C'était facile parce que c'était ponctuel. Donc on savait que c'était une sortie de tuyau. On avait la technique, on savait ce qu'il fallait faire techniquement pour résoudre ça. Et puis il y avait des responsables bien identifiés qui étaient les collectivités et qui se sont retroussés les manches et qui ont finalement fait le boulot financé par les agences de l'eau. Donc voilà, le long terme, c'est ça. Et ça nous donne la photo d'aujourd'hui, alors la photo de l'état des lieux 2019, puisque c'est le dernier qu'on ait sur le bassin. C'est comme ça. Alors c'est pareil, hein, quand c'est rouge, c'est pas bien, c'est pas bon. Et quand c'est vert ou bleu, c'est très bien. Et quand c'est jaune, c'est moyen. Alors là, on est sur les eaux superficielles. C'est les eaux superficielles et c'est l'état écologique. Hein, donc c'est celui qu'on cite le plus fréquemment, parce qu'il est assez intégrateur. Et donc, ce que vous voyez, c'est plutôt un état moyen. Et puis, sans grande surprise, c'est plutôt mauvais au centre du bassin, là où il y a la plus forte population, parce que quand même, ce sont les pressions humaines qui expliquent l'état de nos eaux. Hein, voilà. Donc, ça, c'est la carte de l'état des lieux 2019. Et ce qui reste à faire... Pardon, avant de vous dire ce qu'il reste à faire, je vais vous expliquer une petite subtilité dans les... Voilà. Alors, là, c'est la même chose, mais sous forme de diagramme. Là, on va parler de changement de référentiel. Voilà, j'ai tout compris. Ça, c'est le pourcentage de masse d'eau superficielle en bon état écologique. À l'état des lieux 2013, on était à 38%. Quand on a fait l'état des lieux 2019, on le fait donc tous les 6 ans, donc c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. On était content, on avait augmenté de 8%, donc de 3 points. On était passé à 41%. Pour passer de 38 à 41, croyez-moi, c'est fait plus 8%. Mais c'est 3 points. Et sauf que, entre-temps, on a changé les règles d'évaluation. On les change tous les ans. Pourquoi ? Parce qu'on prend en compte des nouvelles substances. Parce qu'on se dit quand même, l'indicateur qu'on avait jusqu'à présent sur les invertébrés, il est moyen, il va pas au fond des choses. Donc on en a trouvé un
grattent mieux les dégradations, qui les représentent mieux. Et donc, les mêmes eaux au même état, on en a retrouvé finalement 32% en bon état. Donc 32%, c'est notre point de départ pour le SDAGE 2022-2027. C'est pas extraordinaire, hein. Il y a des bassins qui sont à beaucoup mieux que ça. Rhône-Méditerranée, par exemple, c'est 50%. La Corse, c'est plus de 90%. Bon, voilà. Nous, c'est 32%. Finalement, pour un bassin qui est la plus grosse métropole de l'Union européenne, c'est quand même pas si mal non plus. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, on est là. La suite, je vous l'expliquerai après dans les objectifs. Et sur les principales causes... Alors là, je reviens en arrière. Parce que je voulais vous demander justement quelles étaient les principales pressions qui s'exercent sur le bassin. Alors vous en avez dit certaines, c'est-à-dire déjà c'est une pression de rejet domestique, rejet industriel principalement, mais aussi quelles sont les actions que vous mettez en place pour restaurer ou en tout cas maintenir un bon état des masses d'eau sur votre territoire, et puis évidemment les projections pour 2027. Alors les principales causes, alors en fait les rejets ponctuels, ça apparaît plus dans le hit parade. La première cause, c'est l'hydromorphologie. Ce qu'on appelle l'hydromorphologie, c'est simplement le fait qu'on a changé le cours de la rivière, on a fait des plans d'eau, on a déconnecté le cours d'eau de son lit majeur, donc des milieux humides qui l'entouraient, et qui sont extrêmement importants pour le cycle de vie des animaux, éventuellement des plantes, qui vivent dedans. Donc ça, on a 61% de masse d'eau, de cours d'eau qui sont dégradés à cause de la pression hydromorphologique. On a plein de barrages. La deuxième cause de pression, c'est les pesticides. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ben oui, on les retrouve là. Et j'attire votre attention sur le fait que certes, de temps en temps, on en interdit quelques-uns, pas beaucoup quand même, hein, mais ils sont remplacés par d'autres, dont on n'a pas encore évalué les effets. Pour évaluer les effets d'une substance sur l'environnement et sur la santé humaine, en général, c'est entre 10 et 15 ans pour obtenir une norme de qualité environnementale. Et ensuite, pour dire, bah oui, il y a des effets indésirables et il faut l'interdire. Voilà. Donc en fait, on est sans arrêt en arrière dans la course. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on traite des substances, il y en a d'autres qui arrivent, dont on ne connaît pas bien les effets. Et une fois qu'on les découvre, on met beaucoup de temps pour limiter ces effets-là. Bon, ensuite, on a les... polluants ponctuels, donc c'est ce dont on parlait à l'instant, donc ceux qui sortent des tuyaux, des stations d'épuration. Le gros enjeu sur notre bassin, mais je crois aussi sur l'ensemble de la France, c'est de traiter les eaux pluviales. Alors c'est particulièrement vrai en région parisienne. Vous savez qu'on accueille les JO en 2024. Il est prévu de se baigner dans la Seine, et pour ça, il va falloir que l'eau de la Seine qu'on puisse y nager. Voilà, tout simplement. Donc que l'eau soit de bonne qualité, et pour ça, il faut traiter tous les effluents qui peuvent arriver si jamais il y a un gros orage avant l'épreuve. Si il fait beau temps pendant une semaine, il n'y a pas de problème. Mais s'il pleut fort avant, on a des problèmes. Donc il faut traiter ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut traiter les eaux de pluie là où elles arrivent, et non pas les mettre dans des tuyaux pour que ça arrive à la mer, au cours d'eau et puis à la mer. Ensuite, on a les nitrates, les phosphores, et puis ce qu'on appelle les micropolluants ponctuels, c'est effectivement les substances qui sortent des stations d'épuration. On a encore quelques progrès à faire là-dessus. Donc voilà, en fait, et vous voyez que c'est vraiment pas simple à résoudre. Hein. Les pesticides, bon, je ne fais pas de dessin, c'est compliqué parce qu'on a une agriculture. Alors on est le bassin qui avons le plus gros chiffre d'affaires agricole en France. Hein. On n'est pas qu'un bassin urbain, on est aussi un bassin très agricole. Et donc forcément, il faut que la filière puisse évoluer, et ça prend du temps. Et puis l'hydromorphologie, c'est pareil, hein, c'est des travaux de restauration de rivières, ça prend énormément de temps parce qu'il faut convaincre, il faut financer, il faut faire les travaux. Vous me demandiez ensuite, pardon, Non, je pense que vous en avez déjà parlé un petit peu, des actions principales que vous meniez pour maintenir ou en tout cas améliorer l'état des masses d'eau sur le bassin Seine-Normandie, mais vous avez parlé de l'activité agricole, vous avez parlé de l'hydromorphologie, vous avez parlé des rejets industriels et de tout ce qui est justement eau pluviale urbaine. Peut-être juste, donc, pour reprendre le graphique, on a un objectif, et c'est pour ça qu'on fait des actions. Tout à fait, on a un objectif de passer de 32% à 52% de masse d'eau en bon état écologique. Plus 20 points, c'est à peu près l'objectif que se sont donnés l'ensemble des bassins en France. Alors, sauf que ce n'est pas juste plus 20 points en réalité. Parce qu'on a calculé, quand on fait l'état des lieux, on fait la photo, et puis on se dit,
d'ici 2027, qu'est-ce qui va se passer? La population du bassin va augmenter, il y a le changement climatique qui va faire son œuvre, les débits, les projetés, alors c'est d'ici 2100, c'est pas 2027, mais les débits peuvent être inférieurs de 10 à 30% par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a l'élévation du niveau de la mer, etc. Et donc on a essayé, à partir de ces projections, de se dire, eh ben, du coup, comment on sera en 2027 si on faisait rien, si on laissait les choses se faire? Et on serait à 18%. Et donc en fait, ce qu'il faut qu'on comble, c'est pas de là à là, c'est de là à là. Donc c'est un effort encore plus considérable. Et on y arrive, puisque précédemment, on est arrivé, malgré une forte croissance de l'activité économique sur le bassin, une augmentation du PIB importante, on a quand même réussi à augmenter le nombre de masses d'eau en bon état. Donc ça veut dire que ce n'est pas incompatible de développer l'activité économique et, malgré tout, d'améliorer le bon état. Sauf que c'est très difficile et c'est pour ça qu'il faut agir. Et c'est pour ça qu'on a un SDAGE. Et du coup, je ne sais pas si on garde la prochaine question pour le développer. Comme vous voulez. Je vais me tourner vers Monsieur Le Danvic. Donc, comme je le disais, vous êtes président de l'autorité environnementale. C'est une entité qui est indépendante, qui est compétente pour émettre des avis sur les plans et programmes qui sont soumis à une évaluation environnementale. Et alors nous, on trouvait intéressant parce que de parler de votre rapport d'activité 2021, dans lequel vous vous consacrez un paragraphe entier sur l'atteinte du bon état des masses d'eau, justement en 2027, puisque vous avez analysé les dossiers de SDAGE pour la période 2022-2027 qui commence là, et qui correspondent au troisième et dernier cycle de la DCE. Donc vous dressez un constat qui est clair. C'est-à-dire qu'aucun projet de SDAGE ne prévoit l'atteinte du bon état des masses d'eau en totalité à 2027, sauf ce que vous disiez à l'exception de la Corse, et que la définition d'objectifs moins stricts et le motif de dérogation majoritaire pour les masses d'eau ne pouvant atteindre le bon état en 2027. Et là, j'en parlerai tout à l'heure avec vous, Madame Dozer, puisque vous êtes encore avec nous. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'analyse de ces dossiers de SDAGE sur le constat de non-atteinte des objectifs en 2027 ? Alors, je commencerai tout d'abord par un préalable. C'est que quand je fais des interventions de ce type, il y a toujours un biais dans ces interventions. C'est que notre travail, c'est de critiquer et de faire des recommandations. Donc, du coup, je veux dire, c'est vrai que le propos peut apparaître excessivement ou exclusivement critique. Mais en clair, effectivement, voilà, c'est un peu notre travail. Voilà. Alors, je voudrais commencer par dire que, déjà, notre appréciation générale sur les SDAGE, c'est qu'on est parfaitement conscient donc, de l'énorme travail qui est fait pour les SDAGE, pour les mettre en œuvre, pour les suivre. Et en clair, les dossiers qu'on a vus, on est impressionné naturellement par la quantité de travail qui est faite. Je dis ça pour les SDAGE parce qu'on ne le dit pas pour tous les plans. Je vais prendre le contre-exemple typique vu de chez nous, qui sont les plans d'action nitrate, sur lesquels, effectivement, nous n'en connaissons pas un seul, et avec son évaluation environnementale, qui arrive à démontrer que ces plans ont un effet, positif ou négatif d'ailleurs. On a même vu une région dans laquelle le constat était que la situation s'était dégradée et le plan a été reconduit à l'identique avec une ou deux mesures supplémentaires. Et même ce qui nous gêne beaucoup par rapport, par exemple, à des plans comme ça, c'est que les plans sont utilisés pour dire, voilà, les nitrates, on s'en occupe dans les plans nitrates, donc on s'en occupe plus ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le terme une fois de plan alibi, parce que du coup ça veut dire qu'en fait les nitrates, en fait la question est bien de savoir comment on s'en occupe et où on s'en occupe. Bon, mais ceci étant, voilà, je voulais vraiment dans le propos préliminaire indiquer vraiment la valeur qu'on accorde aux SDAGE et l'importance qu'on a aux SDAGE. Alors, moi j'aurais 3 messages pour répondre à votre question sur le constat. D'abord sur la méthode, ensuite sur les objectifs et enfin sur les moyens. Concernant la méthode, alors effectivement, je vais parler d'abord des évaluations environnementales. Il y a un gros problème, c'est que le référentiel bouge tout le temps. Alors ça a bien été expliqué effectivement à cause, je dirais, de la définition de la qualité des masses d'eau. Donc ça, de fait, ça dégrade un peu les choses, mais ça, c'est maîtrisé, c'est bien mesuré, etc. En revanche, la question du changement climatique, clairement, c'est un autre élément important qui fait bouger le référentiel, et ça, en clair, dans les évaluations environnementales qu'on a vues, on ne sait pas dans quelle mesure ça contribue à faire bouger le référentiel. Donc ça, c'est un problème quand même qui est un problème majeur, parce que le changement climatique, on voit que dans les SDAGE, il est pris en compte, dans les réflexions, des choses comme ça. Je vais donner, alors il se trouve que j'ai été co-rapporteur, moi, d'un avis, c'était sur Adour-Garonne. Donc globalement, effectivement, j'avais pu voir Adour-Garonne. Tout le monde sait que sur Adour-Garonne, il y a une démarche Garonne 2050 et qui dit que, voilà, en clair, les besoins pourraient augmenter jusqu'à plus de 1 milliard de mètres cubes supplémentaires par an en fonction des projections qui sont faites.
Et on reste avec ce constat et on ne sait pas ce que ça devient. C'est-à-dire qu'en clair, on sait à l'inverse que l'eau va être moins disponible, qu'il y en aura moins. Et donc, il y a un écart phénoménal entre ce qui est dit, le constat, et derrière, du coup, il n'en est pas tiré des conséquences dans les évaluations environnementales sur justement la question de l'évolution des masses d'eau. Alors, le monsieur a indiqué tout à l'heure, effectivement, le gap, ou du moins, qu'est-ce qui se passait si on ne faisait rien. Mais cela étant, dans les évaluations environnementales qu'on a vues, ça, on n'avait pas, je dirais, la quantification. Alors là-dessus, on l'a dit assez poliment dans l'avis sur Adour-Garonne, je vais vous reprendre. L'absence de visibilité sur les volumes d'eau raisonnablement disponibles pour l'ensemble des activités du fait des réductions inéluctables liées au changement climatique rend incertaines les prévisions sur le bon état quantitatif, chimique ou écologique des masses d'eau. Ceci affaiblit les capacités d'orientation d'usage et la démonstration de l'efficacité des moyens mobilisés et laisse les acteurs sans visibilité sur le niveau d'adaptation de leurs usages. Voilà. Donc quand je vous dis, on a essayé d'être poli pour exprimer cela, quand on connaît la situation en Adour-Garonne, en clair, ça chauffe. Enfin, il y a vraiment effectivement une urgence particulière pour ce qui concerne Adour-Garonne. Alors, du coup, c'était intéressant, M. Poupart parle avant moi sur les objectifs, parce que les objectifs, on le sait, qui ont été affichés, sont des objectifs politiques. En clair, on fixe 20 points de mieux partout. Et c'est intéressant, parce que justement, il n'y a pas de différence selon les bassins. Donc tous les bassins, je dirais, se sont vus, demander de rajouter 20 points partout. Et du coup, effectivement, donc, on se dit, voilà, ça ne résulte pas manifestement d'un exercice d'évaluation qui tient compte de la réévaluation du référentiel, etc. Non, les objectifs, ils ont été affichés comme ça, donc ils sont extrêmement ambitieux, on le sait, alors même si la situation, effectivement, s'améliore à certains endroits, on sait qu'il y a des masses d'eau qui régressent déjà. Donc ça, effectivement, la visibilité sur ce sujet, on ne l'a pas totalement. Et puis, comme je l'indiquais, du coup, les objectifs ne tiennent pas compte de la baisse de la ressource, qui, effectivement, alors il y a des bassins, mais ce n'est pas le cas d'Adour-Garonne, il y a des bassins où la ressource, en plus, les eaux souterraines, elles sont plutôt généralement, sur plan quantitatif, en bon état. Mais je dirais, globalement, il y a, par contre, la ressource superficielle liée, effectivement, à la pluviométrie, confère ce qui s'est passé cet été, c'est quelque chose, effectivement, du coup, dont les objectifs ont bien été fixés, je dirais, indifféremment ou sans réellement tenir compte, je dirais, de ces évolutions-là. Ou du moins de façon peut-être qualitative, mais vraiment sur le plan quantitatif, on n'a vraiment pas vu comment c'était fait dans les évaluations environnementales. Enfin, ce qu'on a constaté dans tous les SDAGE, et ça c'est une constante par rapport à tous les plans programmes, c'est que même quand il y a des objectifs qui sont parfois extrêmement ambitieux, et ça on le dit et on le constate, en revanche, on n'a pas la démonstration là non plus que les moyens ont été adaptés en conséquence. Alors, on le voit, il y a une traduction parfois dans les programmes de mesure, on voit des réorientations fortes, et vraiment avec des redéploiements de crédits qui peuvent être significatifs. Et donc, ça veut dire qu'on voit que dans certains cas, il y a vraiment eu une réorientation forte du comité de bassin pour améliorer certaines situations. Mais cela étant, je ne dirais pas qu'on est dans un business as usual, parce que là, ça serait péjoratif, mais enfin, globalement, on a l'impression que les moyens tels qu'ils ont été redimensionnés ne sont pas du tout à la hauteur, je dirais, du gap qui est à franchir là. L'autre chose que je me permets de dire, parce que là, on les a vus tous, les SDAGE, c'est que toutes les dispositions qui concernent l'agriculture ne sont qu'incitatives, sans obligation de résultat. Voilà. Donc on sait que pour les pesticides, les nitrates, théoriquement, il y a des obligations de résultat pour arriver effectivement à reclasser les masses d'eau. Bon, et on le voit, les dispositions des SDAGE qui concernent l'agriculture, elles sont toutes seulement incitatives. Il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc. Et je n'ai pas vu écrit effectivement dans ces SDAGE le fait effectivement qu'elles doivent avoir pour objectif d'atteindre tel objectif de résultat sur les masses d'eau. Voilà. Et donc ça veut dire que ça c'est le premier point concernant les moyens. L'autre point, mais là qui s'adresse aussi à la France et à la Commission, c'est que dans la plupart des dossiers, alors c'est variable selon les SDAGE, les justifications des dérogations sont parfois très fragiles. C'est-à-dire que théoriquement, pour pouvoir justifier les demandes de dérogation et les objectifs moins stricts par rapport à la directive requiert quand même que masse d'eau par masse d'eau, il y ait une démonstration qui soit apportée, et ceci effectivement en fonction d'un certain nombre de critères.
Il y a des stages qui ont commencé à faire le travail et où effectivement il y a quelque chose un peu plus poussé au détail des masses d'eau, mais il y a d'autres stages dans lesquels effectivement, vraiment, on en est très loin. Donc ça veut dire que, en plus, je veux dire, pour pouvoir justifier de l'écart par rapport à l'objectif 2027, il y a non seulement un énorme travail de fond, mais aussi un travail de justification qui reste à faire. Merci, Monsieur Le Danvig. Vous avez pas mal répondu aussi à la deuxième question que je comptais vous poser sur le décloisonnement de la politique de l'eau. Je pense que c'est très clair. Et vous me donnez une transition parfaite avec Madame Dozer, du coup, de la Commission européenne. Comme Madame Dozer, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Oui. Je reviens vers vous parce que, comme le disait Monsieur Le Danvig, le gap en fait demandé entre l'état actuel et puis l'atteinte des objectifs est quand même très important. Comment la Commission européenne accompagne-t-elle les États membres justement dans l'atteinte de ces objectifs au vu des résultats actuels? Comment justement on fait pour limiter le risque de contentieux, parce que c'est clairement le risque qu'il y a d'ici 5 ans, et quelles sont les stratégies de dérogation qui sont appliquées alors en France et dans les autres pays aussi? Oui, merci. Donc, notre coopération avec les États membres et les parties prenantes, parce que d'ailleurs, normalement, on se voit tous ensemble, comme tout le monde est impliqué dans la mise en œuvre. Il y a plusieurs moyens et plusieurs niveaux de coopération. Donc, la plus importante est, à notre avis, la stratégie de la mise en œuvre. Elle s'appelle, donc, c'est une construction qui a été mise en place au début de la DCE pour avoir un forum de coopération, d'échange des meilleures pratiques, etc. Donc, cette stratégie qui existe toujours se partage à plusieurs niveaux. Il y a des groupes d'experts. Il y a aussi un niveau plus stratégique, une groupe de stratégie, coordination, il s'appelle. Et puis, il y a aussi des réunions des hauts fonctionnaires. D'ailleurs, juste en juin passé, les directeurs hauts se sont réunis à Paris pour discuter des derniers sujets d'importance. Cet forum est aussi l'endroit, en fait, où on discute tous les sujets d'intérêt commun, et y inclut les dérogations, parce que vous l'avez déjà demandé avant. Certainement, les dérogations, c'est un des sujets qu'on va regarder particulièrement en détail maintenant dans notre analyse des troisièmes plans de gestion. Nous avons fait des recommandations pour presque tous les États membres sur ce thème dans notre deuxième rapport. Et comme monsieur avant moi l'a déjà dit, les justifications données par les États membres pour les dérogations sont parfois très générales et pas vraiment adaptées à chaque bassin, à chaque water body. Donc, maintenant, nous allons vraiment regarder si ce travail a été fait. Et vous l'avez dit, il reste beaucoup à faire, mais nous espérons quand même de trouver dans les plans qu'on analyse maintenant, y inclut la France, des meilleures et beaucoup meilleures justifications pour les dérogations. Je voulais aussi dire que, évidemment, la réalisation on ne peut pas atteindre les objectifs en isolement et avec la TCE seulement. Donc, c'est pour ça que nous utilisions le plus possible le nouveau momentum qui est là depuis le pacte vert. Parce que dans le pacte vert, c'est prévu qu'on fait beaucoup plus d'intégration avec des secteurs qui sont liés. Et dans notre programme de travail qui a commencé cette année pour les prochaines 3 années, pour cette stratégie de mise en œuvre, nous avons prévu des mécanismes aussi de beaucoup plus d'échanges avec le secteur agricole, transport, énergie, etc., industrie, pour être sûr qu'on parle tous ensemble et qu'on voit tous ensemble où on est et comment faire pour avancer et avancer plus vite. Inutile, je pense, de dire que la situation géopolitique actuelle ajoute toute une nouvelle dimension urgente.
parce que la sécurité alimentaire et la production des énergies renouvelables demandent beaucoup d'eau. Et donc, l'eau est de nouveau la clé et l'état des sécheresses qu'on a à ce moment en Europe est assez critique. Donc, c'est une question qu'on va devoir résoudre dans les années à venir. Est-ce que ça veut dire que la Commission européenne sera plus souple sur les dérogations, justement, peut-être à, je sais pas, à des échéances au-delà de 2027 ? Je vois tout le monde réagir à ma question, mais c'est un peu la question qu'on se pose, non ? Je ne peux pas vous voir, mais pour le dire clairement, la Commission va analyser les dérogations telles qu'elles sont en vue de ce qui est obligation sur la directive. Merci, Madame Deuzer. Monsieur Lallemand, par rapport à ces stratégies justement d'évolution un petit peu de la politique de l'eau, comment l'OFB se situe-t-elle, alors en plus à la lumière de la stratégie nationale de la biodiversité qui est en cours d'élaboration en France ? Oui, ce que je peux vous donner, c'est un regard sur l'évolution éventuelle de la politique de l'eau, inspiré par la troisième stratégie nationale pour la biodiversité sur laquelle on a travaillé. Vous savez qu'elle a été publiée par le gouvernement en mars, mais dans une version pré-COP 15, dans laquelle le futur cadre mondial de la biodiversité doit être intégré après son adoption par la conférence des parties à Montréal en fin d'année. Alors, la stratégie, elle ne parle pas exclusivement d'eau, elle en parle un peu, mais elle en parle aussi partout finalement, peut-être parce qu'elle a bénéficié dans sa construction de consultations de beaucoup d'acteurs, dont explicitement des comités de bassin. Tous les comités de bassin ont été interrogés par Bérangère Abba, la précédente secrétaire d'État à la biodiversité, dès le démarrage. Et il y a un certain nombre d'éléments qui ont été vraiment intégrés dans cette stratégie de ce point de vue. Alors, je ne vais pas en parler davantage de la stratégie elle-même, mais sinon, les trois principes qui ont été mis en exergue, un principe de sobriété, un principe de synergie avec la lutte contre le changement climatique et un principe d'intégration dans les politiques sectorielles et territoriales. Alors, le principe d'intégration est vraiment essentiel parce que c'est l'idée qu'on ne regagnera pas la biodiversité à travers les politiques de biodiversité, mais en mobilisant les politiques agricoles, alimentaires, énergétiques, industrielles, du foncier, toutes les politiques d'aménagement du territoire, tout ça, dans lesquelles se trouvent les vrais leviers. Et tous ces leviers, ce n'est pas un SDAGE qui en décide, justement. C'est ce qu'on a dit sur l'agriculture. Un SDAGE, pour l'instant, il ne va pas très loin dans ces politiques-là. Donc il faut vraiment mobiliser ces politiques. Et ça, c'est un axe fort de la stratégie, avec l'opportunité d'avoir ce nouveau secrétariat général à la planification écologique qui devrait impulser une dynamique au niveau interministériel pour que chacun y participe. Voilà, on verra. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment important. Deuxième point, la synergie, et c'est l'idée, je pourrais rajouter, dans ces politiques, d'introduire ce que le LIPBES appelle des changements transformateurs, c'est-à-dire vraiment des changements systémiques et pas des ajustements paramétriques. Voilà. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'on espère. Deuxième point, c'est la synergie avec la lutte contre le changement climatique. Et là, l'idée, c'est de sortir un peu des silos de certaines politiques environnementales, la politique de l'eau, la politique de la biodiversité, la politique climatique, de manière à aborder, à affronter des changements globaux de façon plus unifiée. Sinon, il y a le risque, par exemple, d'avoir, en termes d'adaptation au changement climatique, ce qu'on appelle des solutions de maladaptation qui vont accroître la vulnérabilité au lieu de l'alléger. Donc, et ce qu'on défend particulièrement dans les cercles qui travaillent sur la biodiversité, c'est d'avoir une approche fondée sur les écosystèmes, avec ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, qui sont des solutions multifonctionnelles, c'est-à-dire qui vont bénéficier aussi bien au climat, à l'eau, à la biodiversité, à la santé parfois aussi. Covid, le problème de la naissance du Covid, c'est probablement un problème de destruction des écosystèmes. Voilà.
Donc, c'est cette approche-là, et ça vaut pour l'eau. Et ce qu'on peut espérer, et ça c'est une évolution, je ne sais pas ce qui se passera, mais une meilleure convergence des outils de planification, eau, biodiversité, climat. On n'y est pas encore complètement, on n'y est pas, hein, mais ça peut se faire notamment avec cette idée de planification écologique. Voilà. On est nous aussi à l'écoute de ce qui pourra se faire dans les mois, assez rapidement, et dans les années à venir. En effet, je pense que ce sont des solutions qui sont de plus en plus partagées. Monsieur Poupart, tout à l'heure... Et je voulais la sobriété. La sobriété, oui, je pense que c'est un point extrêmement important, parce que, qu'on le dise, c'est quand même un angle mort de la DCE. Parler de sobriété, c'est passer, pour ce qui concerne l'eau, hein, ou les ressources naturelles, enfin pour l'eau, de l'approche répartition des utilisations à une répartition des efforts de sobriété, et de planifier cette répartition des efforts entre tous les acteurs de façon différenciée, parce que les capacités à réduire son train de vie, comme ne sont pas les mêmes pour tout le monde, pour tous les industriels, pour toutes les activités, hein, différenciation, mais qui est une planification des efforts de réduction, de sobriété, c'est ça la sobriété d'abord. Et ça va un peu au-delà. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de réduire les utilisations pour les mêmes usages, c'est ce qu'on appelle une meilleure efficacité et co-efficacité parfois, hein, mais il s'agit de s'autoriser à questionner les usages eux-mêmes. On l'a vu cet été sur les golfs, sur le maïs, sur la production énergétique. Il ne s'agit pas simplement de rester dans les limites planétaires soutenables, mais aussi de ce que certains appellent d'être des usages qui sont désirables. Donc ça, c'est modifier des modes de consommation, des modes de vie. Ça va très loin, mais la sobriété inclut cette réflexion. Et cette réflexion, on l'a vu partant de crise, mais aborder sérieusement la sobriété, c'est le faire en dehors de la crise, et donc de planifier aussi cette réflexion sur ces usages. En valent-ils vraiment la peine dans le monde dans lequel nous voulons vivre ? Et ça, c'est aussi un message de la stratégie nationale de biodiversité. Voilà. Oui, c'est vrai que cet été, on a vu aussi la question de priorisation des usages. Monsieur Poupart, tout à l'heure, vous alliez je vais vous le remettre, je vais vous remettre la slide. Vous alliez nous présenter justement les actions que vous alliez mettre en place pour tenter, en tout cas, de respecter ces 52% de masse d'eau à 2027. Comment vous faites sur ce bassin Seine-Normandie, justement, pour permettre un développement économique tout en permettant une progression démographique sur, vous l'avez dit, un bassin qui est en constante progression, en tout cas démographique, constante croissance, et tout en s'adaptant au changement climatique. Est-ce que vous appliquez justement ce que vient de dire monsieur Lallemand en termes de solutions et d'orientation? Oui, mais c'est exactement ça, hein. Notamment les solutions fondées sur la nature sont vraiment au cœur de ce que le SDAGE propose et incite à faire. La sobriété aussi, le SDAGE incite à faire des économies d'eau dans tous les secteurs, à réfléchir effectivement à la manière dont on utilise cette eau. Donc là, vous avez derrière moi, c'est les 5 orientations du SDAGE 2022-2027. C'est juste pour vous donner le menu, mais il n'y a pas beaucoup de surprises. Ça répond aux pressions que je vous ai indiquées tout à l'heure, à l'exception de la question quantitative, hein, qui est très développée ici, alors que je ne voulais pas citer comme une pression tout à l'heure, évidemment. Et puis, on a un chapitre spécial, on voit moins bien là sur la projection, mais qui demande d'agir du bassin à la côte pour protéger et restaurer la mer et le littoral. Là, on a un littoral important, le littoral normand, avec de nombreuses activités économiques, avec un gros port commercial qui est le port Haropa, donc le Havre, Rouen, Paris. Et donc, il faut que ces activités, on a de la conchyliculture, on a du tourisme, à la fois d'ailleurs à Paris et en Normandie, et sur le Mont-Saint-Michel notamment. Et donc, il faut arriver à concilier l'ensemble de ces usages.
Et à l'intérieur, je ne vais pas vous détailler tout ce qu'il y a dans toutes les dispositions d'usage, mais on met bien en avant les solutions fondées sur la nature. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent de protéger la biodiversité. Mon voisin de droite vient de nous en souligner l'importance. Et elles sont très sobres en ressources minérales notamment, et très peu émettrices, voire pas du tout, voire elles permettent de stocker du gaz à effet de serre. Voilà. Donc c'est quand même gagnant sur tous les tableaux. Je ne dis pas qu'on s'en sortira que grâce aux solutions fondées sur la nature, mais on a quand même une grande marge de progression là-dessus. Et moi, ce que je voudrais souligner, et ce qui apparaît au début de notre stage, si vous avez la curiosité d'aller le lire, c'est que tout ça, c'est bénéfique, pas seulement sur l'eau, c'est bénéfique aussi sur la santé. Alors, c'est particulièrement bienvenu de le dire aujourd'hui, mais René Lallemand l'a un peu évoqué sur le Covid. Une biodiversité en bonne santé, c'est aussi une population humaine en bonne santé. Si on a des îlots de fraîcheur en ville ou à la campagne, si on peut se promener près d'une rivière, quand il y a une canicule, c'est quand même plus agréable. On sait que c'est bénéfique sur les maladies cardiovasculaires, on sait que c'est bénéfique sur la santé mentale. C'est aussi bénéfique pour l'économie. Alors, je vous ai montré qu'on arrivait quand même à avoir un développement économique tout en ayant des eaux dont la qualité s'améliore. Mais en plus, le SDAGE est accompagné d'un programme de mesure. Et dans notre programme de mesure, il y a 6,2 milliards d'euros d'investissement sur 6 ans. C'est quand même pas complètement négligeable. C'est de l'activité non délocalisable. Donc, c'est des investissements qui bénéficient localement au territoire. Ça permet aussi de maîtriser le risque inondation, mais aussi le risque sécheresse. Or, ces deux risques, quand ils se déclenchent, ils ont un coût. Pas besoin de nous faire un dessin. Et puis, donc, ça permet également de préserver la biodiversité. Donc, c'est tellement gagnant sur tellement de tableaux qu'on ne comprend pas pourquoi on n'irait pas mettre en œuvre ces actions. Donc, les dispositions qui sont dans le SDAGE, on a veillé à ce qu'elles soient ciblées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on commence par dire les collectivités, les agriculteurs, les services de l'État, etc. Donc, on dit qui doit faire l'action. On les a rédigées le plus précisément possible pour que chacun comprenne bien ce que ça veut dire. Et elles sont ambitieuses. Alors ça, beaucoup d'acteurs nous le reprochaient. D'ailleurs, c'est trop ambitieux, ça va trop loin, on ne va pas y arriver, etc. Oui, mais on est obligé d'être ambitieux, si je puis dire. On ne peut pas faire autrement. Et par contre, ce que je veux souligner, ce qui a été dit précédemment, le SDAGE, ça ne remplace pas les politiques publiques existantes. Ça vient simplement préciser quels sont les enjeux de mise en œuvre de ces politiques sur le bassin et quels sont les moyens d'action qu'on devrait mettre en place. On a parlé des plans d'action régionaux nitrates tout à l'heure. Dans le SDAGE 2022-2027, on a écrit que les plans d'action régionaux nitrates doivent être compatibles avec le SDAGE. Bon, ça, c'est la loi, mais quelquefois, c'est bien de le rappeler. Et que donc, ils doivent poursuivre les mêmes objectifs que le SDAGE. Or, dans notre SDAGE, nous avons un objectif de réduction des flux de nitrates qui arrivent à la mer. Donc les parts doivent, sur l'ensemble du bassin, parce que ces nitrates ils viennent de l'ensemble du bassin, doivent réduire les nitrates qui arrivent donc au sol, puis dans les masses d'eau superficielles et souterraines. Et on a ensuite, dans le SDAGE, mis un certain nombre de recommandations. Alors le SDAGE ne peut pas imposer des choses, c'est un rapport de compatibilité, c'est un peu compliqué, mais on ne peut pas aller trop loin, mais on va jusqu'où on peut aller. Donc le SDAGE fait un certain nombre de recommandations pour l'écriture des plans d'action régionaux aux nitrates. Je voulais juste terminer qu'au-delà du SDAGE, on a aussi une stratégie d'adaptation depuis 2016, comme tous les bassins, qu'on va la mettre à jour. Ça va commencer dès le mois d'octobre et jusqu'à le milieu de l'année prochaine, pour intégrer les conclusions du 6e rapport du GIEC, pour intégrer aussi le fait que certaines collectivités, certains territoires, notamment la Normandie, se sont déjà emparés de ces questions d'adaptation au changement climatique et ont commencé à écrire des stratégies locales. Et donc on veut vraiment mettre ça en avant et faire en sorte que ça serve un peu d'exemple pour l'ensemble des autres territoires. Et puis bien sûr, pour dire à tout le monde, là on a aujourd'hui, on collectionne tous les mois, on publie sur le site de l'agence une réalisation d'adaptation au changement climatique faite par un acteur, que ce soit un agriculteur, une entreprise, etc. Et là, on dit, on ne peut pas se contenter d'exemples dispersés sur le bassin. Il faut que tout le monde y aille, et y aille très rapidement et le plus loin possible. Donc c'est ça qu'on va essayer d'écrire dans notre stratégie d'adaptation avec l'ensemble des membres du comité de bassin et même bien au-delà. Et je pense que ça va nous aider aussi à atteindre cet objectif de bon état des eaux.
Merci Monsieur Poupard. Monsieur Le Danvic, dans votre rapport 2021, l'autorité environnementale justement énonce un certain nombre de recommandations qui se recoupent avec ce que Monsieur Lallemand et Monsieur Poupard viennent de nous dire. Quels sont selon vous les grands changements justement à opérer pour préserver durablement les rivières, les fleuves, les milieux aquatiques ? Alors c'est intéressant parce que les exposés précédents vont me conduire à changer mon ordre de priorité dans ce que je vais vous dire et ce que j'avais préparé. C'est ça l'adaptation. Exactement, c'est ça l'adaptation. Alors il y avait une espèce d'objectif transversal qui n'a l'air de rien, mais par lequel j'avais souhaité commencer. J'ai mis arrêter les tabous et les dialogues de sourds. Et ça qui est une méthode générale de travail sur le sujet. Moi j'ai un souvenir, mais comme si c'était hier, de l'instruction de la vie sur le stage à Dour-Garonne, où évoquer la question de la ressource était, enfin vraiment, il fallait marcher sur des œufs. Enfin, c'était compliqué. Il y avait tous les acteurs socio-économiques qui étaient autour de la table. Et je dirais, à un moment donné, quand j'ai commencé effectivement à poser des questions sur ce sujet, mais comment, vous croyez qu'on ne s'en occupe pas, etc., etc. Et c'est là que je leur ai fait remarquer, écoutez, moi, ce qui me frappe quand même beaucoup dans votre nouveau stage, c'est que je n'ai vu nulle part le mot de Sivin, c'est de Caussade. Voilà. Ça veut dire quelque chose. Et on l'a dit dans notre avis. Ça veut bien dire que la question de la ressource est bien un tabou en Adour-Garonne. Juste pour préciser, Sivin et Caussade, c'est deux retenues, enfin c'est deux bassins justement qui devaient être construits, qui ne l'ont pas été, et Caussade qui a fait l'objet d'une condamnation. Si vous lisez le Canard enchaîné qui est sorti ce matin, il parle de Caussade. Donc, et là aussi, je vous encourage à lire ce qui est écrit dans le Canard enchaîné à propos de Caussade. Bon, ça c'est, enfin, si on veut progresser. Si on veut absolument trouver un chemin et une solution, je crois qu'on va avoir un exemplaire en live. Si on veut trouver des solutions, oui, c'était hier. Si on veut trouver des solutions, je dirais à ce problème-là, et il va falloir en trouver. Enfin, faut arrêter ça, quoi. Enfin, je veux dire clairement, il faut vraiment trouver et bâtir des solutions ensemble. Donc, je voulais commencer par là parce que, à mon avis, dans certains endroits, ça commence par là. Bien. Et non, mais moi, j'ai pas de problème hein, puisque je suis allé sur place exprès pour ça. Bon. Ensuite, et j'ai été délégué de bassin dans un bassin et franchement, je pense que j'ai pas mal donné. Bien. Le deuxième chose, et qui résulte à la fois de ce que j'ai dit, mais c'est là où je change mon ordre, c'est que, enfin, avec ce qu'on a connu cet été, mais nous on l'a dit avant l'été, c'est il faudrait essayer d'envisager, d'imaginer entre l'ensemble des acteurs une trajectoire de la ressource. C'est-à-dire que vous avez pensé à la fin de votre intervention, vous avez dit ah oui, il y a aussi la sobriété. Non, moi justement, je dis, voilà, c'est peut-être un angle mort de la DCE, mais il y a quand même une première priorité, c'est de quelle source disposera-t-on demain, d'ici à 2050 ? Et je suis sûr que les études volume prélevable qui sont réalisées ça et là sont insuffisamment pessimistes et qu'on ne peut pas parler de qualité des masses d'eau si on ne commence pas par se poser la question sur la trajectoire de la ressource et sur la question des efforts de sobriété que chacun va devoir donner dans l'exercice. Donc moi, je mets en numéro 1 la trajectoire de la ressource et les efforts de sobriété qui vont être nécessaires. Et finalement, l'été nous a donné raison a posteriori, mais si vous lisez ce qu'on a dit dans nos avis et ce qu'on a dit dans notre rapport annuel, c'est déjà par là qu'on commençait. Ensuite, il va falloir effectivement trouver des réponses sur toutes les politiques publiques à toutes les échelles. Donc, on l'a dit, on a rendu un avis également sur le PSN, sur le programme stratégique national de la PAC. Donc, on l'a fait effectivement. Donc, on a eu un avis assez critique là-dessus. Donc, ça veut dire que l'agriculture va devoir faire son travail, que les collectivités vont devoir faire son travail, etc. Donc, au niveau national, il y a bien des efforts selon les filières, et y compris naturellement sur nitrates et pesticides, donc confère les ventes de produits. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est assez parlant dans ce qu'on a vu. Il y a la question des SRADET. Là aussi, il y a quelques SRADET dans lesquels on voit que SRADET, je rappelle, ce sont les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable des territoires. Et il y a des SRADET que je ne citerai pas qui disent non seulement on va continuer à faire les activités qu'on fait, puis on va les développer. Et derrière, c'est quoi le coût en termes d'eau ? Donc en clair, il y a des SRADET qui finalement ne vont pas jusqu'au bout de la logique, jusqu'à constater qu'ils sont basés sur le fait qu'ils vont augmenter leur consommation d'eau dans un contexte où la ressource sera moins disponible. Donc ça pose un problème aussi. Ça veut dire que là aussi, il doit y avoir des choix
et des arbitrages au niveau régional pour pouvoir. Donc ça veut dire que la question de la transversalité des politiques, on doit l'avoir au niveau national, on doit l'avoir au niveau régional, et nous fondons quelques espoirs, parce qu'il y avait quelques démarches qui semblaient bien engagées, dans des démarches un peu plus locales, alors qu'on appelle ça des PTGE ou autre chose. PTGE, c'est pour la ressource en eau, mais il y a aussi des endroits où il y a vraiment eu des actions qui ont été faites, ciblées sur les nitrates et sur les pesticides, et en recherchant un résultat. C'est pour ça que le lien avec l'obligation de résultat nous paraît essentiel, parce que voilà, je veux dire, l'idée c'est de donner un même objectif à tout le monde, de dire voilà, on aura gagné lorsqu'on sera arrivé là. Donc là, effectivement, voilà. Nous sommes convaincus, parce qu'il ne faut pas lire, et je me permets justement de répondre indirectement. Nous sommes convaincus, et nous l'avons écrit dans nos avis, nous sommes convaincus que le sort de l'agriculture en France est lié à ce qui va être fait sur l'eau. Moi, je suis malheureux de voir effectivement ce qui s'est passé cet été pour l'agriculture comme pour l'eau. Et dans nos avis, on a dit là-dessus, c'est pareil, on a dit les choses très poliment. Tant la tension sur la ressource en eau que les risques probables de non-atteinte du bon état chimique des masses d'eau superficielles et souterraines devraient questionner le modèle, les filières et les pratiques agricoles de l'ensemble du bassin. Voilà. Donc ça, effectivement, je me permets là aussi de le dire, parce que nous formulons vraiment le vœu qu'on arrive à trouver un modèle agricole qui tienne compte de ça et qui s'adapte à la raréfaction de la ressource. Je dois vous dire qu'effectivement, dans un certain nombre de stages, nous n'avons pas vu ça. Voilà, nous n'avons pas vu ça. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet, et je pense qu'il mérite d'être traité à tous les niveaux, parce que c'est pour l'avenir du pays, ça me paraît quand même assez essentiel. Bon, et alors, pour finir, et ça sera mon dernier message, il y a un stage, mais c'était le dernier, où nous nous sommes interrogés sur la gouvernance globale de l'eau. C'est là où il faut que je change d'avis, parce que là, effectivement, on a eu un débat qui a conduit dans la délibération à formuler les choses d'une façon, là aussi, en essayant d'être assez prudent dans la façon de le dire, mais je pense que vous allez comprendre ce qu'on a voulu dire. Le projet là, je parle de Loire-Bretagne. Le projet de SDAGE a été validé par le comité de bassin le 22 octobre 2020 par 67 voix pour, 32 voix contre et 37 abstentions. Ce résultat marque autant l'attente de certains membres de voir comment pourra évoluer le document dans le cadre de la consultation que l'opposition d'autres membres. Les porteurs d'usage sont très attentifs aux messages sous-jacents, largement explicités par les débats, et conscients du fait que l'année 2021 constituera une étape clé pour susciter des retours constructifs lors de la consultation et finaliser les réflexions. Donc on a fait tout un préalable prudent quand même. Elle démontre néanmoins les difficultés d'un système de gouvernance qui n'arrive pas à dépasser les incohérences des politiques sectorielles quand la DCE fixe désormais des obligations de résultats qui constituent une des traductions de l'urgence écologique. En clair, est-ce que cette gouvernance actuellement, elle est adaptée au fait de converger vers les objectifs de masse d'eau à 2027 ? Je ne réponds pas à la question. Merci. Alors justement, c'est le moment de vous passer la parole. Monsieur Gillet, si jamais vous devez y aller, je vais peut-être vous passer le micro. Bah oui, vous ne pouvez pas rester sans réponse. Donc Monsieur Gillet, sénateur de la Gironde. Je vous prie de m'excuser, je suis obligé de partir, donc je vole un petit peu la parole, mais je vais aller très rapidement. Je vais vous rassurer tout de suite, je suis en grande partie entièrement d'accord avec votre propos, mais la façon dont vous êtes intervenu sur le bassin d'Ourgaronne était un peu provocateur quand même. Je vous invite vraiment, quand on a vécu Sivins, c'est pas aussi évident que ça de créer les conditions politiques de pouvoir contribuer à créer effectivement de nouvelles retenues et de nouvelles ressources. Et pourtant, nous sommes de nombreux politiques à essayer de militer en la faveur, mais le système est très complexe quand même pour pouvoir effectivement y arriver. Et les projets de territoire, pour le coup, peuvent être une solution intéressante pour travailler l'accessibilité. C'est ce qui se fait particulièrement en Haute-Garonne aujourd'hui. Donc tout ceci pour dire qu'il y a quand même des efforts qui sont faits. Mais là où je vous rejoins, vous voyez, c'est que je trouve que pour le coup, et d'une manière plus générale, on ne développe pas suffisamment les conditionnalités et qu'il faut taper plus fort à l'heure actuelle. Il faut être clair. Dans l'atteinte des objectifs et des résultats, il faut vraiment maintenant réorienter l'ensemble de nos politiques, développer des conditionnalités beaucoup plus puissantes, sinon on sera toujours effectivement un peu dans l'atermoiement. Et donc là, il y a une question de fond qui mérite d'être travaillée à tous les niveaux, avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes, parce que c'est douloureux les conditionnalités. C'est toujours un peu douloureux. Donc ça signifie un pacte, à un moment donné, qui doit être engagé. Nous parlions ce matin d'une capacité à mobiliser un collectif par rapport à l'ensemble des enjeux, mais les conditionnalités doivent reposer sur une décision collective d'y aller ou pas. Et donc là, c'est un vrai sujet de fond qui devra effectivement être travaillé. Donc juste avant de partir, je voulais mettre ça sur la table en disant que vous avez été quand même un peu sévère parce que globalement, tout le monde a envie d'y aller, mais créer ces conditions-là, c'est loin d'être évident aujourd'hui. Mais un des chemins pour y aller, pour le coup, c'est les conditionnalités qui doivent taper beaucoup dur.
Merci, Monsieur Gillet. Peut-être, Thierry, une réponse par rapport à Monsieur Le Danvic sur la gouvernance du comité de bassin Loire-Bretagne. D'abord, dire que je partage les propos de Monsieur Gillet. Donc, je suis président du comité de bassin Loire-Bretagne. D'abord, vous n'avez pas été jusqu'au bout, parce que le SDAGE a été voté à 72% au final. C'est mieux. Parce qu'on a eu des propos outranciers d'un élu qui s'est positionné très fortement sur la question agricole. Et ça a tellement irrité le comité de bassin que finalement, on s'en est sorti avec 20 points de plus d'avis favorable. Moi, ce que je retiens, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que si ça continue comme on est aujourd'hui, il n'y aura plus personne à s'en occuper. Hein. Parce que je peux vous assurer que siéger dans un comité de bassin, ça commence à devenir pénible. Hein. Les gens ne s'écoutent pas, ça invective, les élus ont disparu. Enfin, il faut dire les choses, les élus ont disparu, parce que c'est des sujets de tension extrême. Alors je ne vous dis pas avec ce qu'on a vécu cet été, hein, parce que les pauvres élus qui vont devoir défendre du stockage de l'eau, des solutions, parce qu'on est bien d'accord, hein, c'est les solutions fondées sur la nature qui sont à mettre en œuvre, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas ça que les territoires vont nous réclamer à la sortie de la sécheresse, hein, vous avez bien compris. Eh ben, moi je vous assure, je suis très inquiet. Je suis très très inquiet, parce que pour réussir la reconquête de la qualité de l'eau et de la bonne gestion de ce bien commun, il faut que tout le monde soit là. Alors moi, ce que je retiens quand même dans votre avis de l'autorité environnementale, que j'ai lu, sur le SDAGE de Loire-Bretagne, le nôtre, quand même. Oui, mais j'ai lu avec attention. Et j'ai lu aussi les avis que vous avez donnés sur le SRADET. Sur les SRADET concernés par le SDAGE Loire-Bretagne. Au SRADET, vous avez dit qu'il ne parlait pas au SDAGE. Et au SDAGE, vous avez dit qu'on ne parlait pas au SRADET. Donc le constat, il est terrible. C'est-à-dire qu'on a des documents de planification qui sont des heures et des heures de travail. On est bien d'accord, hein? Mais non, mais attendez, c'est quand même grave. C'est quand même grave. L'État devrait quand même être en capacité de dire « je refuse d'examiner un truc comme ça si vous ne travaillez pas ensemble ». Vous vous rendez compte qu'on a des régions aujourd'hui qui ont des compétences développement économique, aménagement du territoire, urbanisme, etc. Et on ne s'occuperait pas de l'eau, ce qui a été dit tout à l'heure, je ne sais plus par l'un d'entre vous, mais c'est pas possible. Moi, pour prendre l'exemple de la Bretagne, aujourd'hui, le PLUI de Rennes Métropole vient d'être voté, 65 000 logements supplémentaires. Il n'y a pas d'eau. Mais personne ne se pose la question. Et là, je pense qu'il y a quand même un souci. Et je pense que l'État aussi devrait se poser la question de la cohérence de ses politiques publiques et de la manière dont les schémas se parlent. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais vous demander de vous présenter rapidement et d'être très synthétique dans votre question pour pouvoir laisser la parole au maximum de gens. Bernard Baraquet. Synthétique, Bernard. Chercheur CNRS émérite. Synthétique, Bernard. Je prends la suite de mon président Thierry Burlot pour dire juste une chose. Aux Pays-Bas, tout plan d'aménagement, notamment les plans d'urbanisme, lorsqu'ils sont préparés, doivent subir ce qu'on appelle un water test. C'est-à-dire qu'ils sont transmis à la Vateringue, qui est à une échelle territoriale supérieure, qui ressemble plus à nos EPTB, et eux disent si c'est possible ou si ce n'est pas possible. Et également, je peux vous dire qu'en Californie, vous n'aurez pas de permis de construire des opérations immobilières importantes si vous ne démontrez pas que vous avez de l'eau pour satisfaire la demande. Voilà. Donc c'est tout. Et on peut faire pareil. Hein. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis d'accord avec tout ça. Monsieur Solakoulou. Oui, Alexandre Solakoulou, je dirige le mouvement Gourde Friendly qui vise à développer l'usage de la gourde et qui veut mobiliser les citoyens autour de la question de l'eau. Et vous parliez tout à l'heure de la sobriété et un peu des représentations culturelles autour des modes de consommation. Et je voulais savoir à quel endroit on travaillait là-dessus, parce que moi je les cherche et je les trouve pas. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de moyens sur la résilience, la réaction à la crise, mais cette projection un peu culturelle, c'est-à-dire vers quelle société on va positivement, c'est-à-dire en sortant de l'angoisse, il n'y a pas trop d'endroits de ce type-là. L'armée a fait un travail sur ce qu'on appelle le design fiction, c'est-à-dire d'imaginer les futurs des guerres. Alors ça, c'est très anxiogène, mais la méthodologie pour se projeter dans le futur, elle existe. Par contre, il n'y a pas trop d'endroits, en tout cas moi je ne les ai pas vus, où on travaille sur ces sujets-là et qui soient après accessibles
au grand public, aux décideurs, parce que même le personnel politique, enfin les élus, parfois j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans ce monde de la sobriété. Et qui dirait, on crée quand même de la valeur économique, on crée quand même de la valeur sociale, et qui soit moins anxiogène, qui fait que finalement on finit par faire business as usual, parce qu'on n'a pas d'autres représentations culturelles de ce qui peut venir, quoi. Merci, Monsieur Solacolou. Monsieur Poupard, vous gardez la question. Je donne le micro à Monsieur Simonet. Oui, René Martin-Simonet. Le système de veto, de droit de veto local sur les projets de permis de construire existe en France dans la zone d'assainissement non collectif. Le SPANC a un droit de veto. Je ne vois pas pourquoi le service des eaux n'aurait pas le même droit de veto. Oui, en pratique, non. Alors que le SPANC, lui, l'a obligatoirement, puisque... Oui, c'est rare. Et alors, non, mais j'avais quand même une question sur le fond. Question qui s'adresse plutôt à Mme Dozer, mais aussi aux autres participants. Quand est-ce qu'on va réécrire les échéanciers de la DCE pour marquer 2033 au lieu de 2027 ? C'est-à-dire, quand est-ce que vous allez rentrer dans le réalisme ? Si Mme Dozer est encore là. Oui, je pense que Mme Dozer est encore mais là. c'est aussi valable pour les autres, pour la France. Madame Dozer, vous commencez à répondre. Ensuite, on donne la parole à Monsieur Poupard. Madame Dozer, on vous écoute. Oui, merci. Mais j'ai pas tout à fait compris la question. C'était quand est-ce qu'on va recréer quoi? La DCE, un échéancier de la DCE plutôt que 2027, d'inscrire 2033 ou 2035. Ou 39. Et donc créer un quatrième programme, un quatrième cycle de programmation. Mais là, je dois dire que en fait, c'est déjà dans la DCE, ça continue. Évidemment, il va y avoir des quatrièmes programmes. Le système des cycles de 6 années ne s'arrête pas. La chose qui s'arrête à 2027 est la possibilité d'avoir des dérogations au bon état. Sauf dans des cas très précis, il y a encore des moyens de continuer au-delà. Mais il faut absolument faire un quatrième plan en 2027 pour les 6 ans qui suivent. Pour ça, il ne faut pas changer la DCE. Merci, Madame Dozer. Je vais passer le micro à Monsieur Lallemand pour tout ce qui est sobriété et la question de Monsieur Solacolou sur... justement, où va-t-on chercher ces projets de sobriété ou peut-être monsieur... Ah oui, moi je me sens à l'aise avec la question, mais de même avec toutes les autres interventions. Alors je tiens tout d'abord à signaler que je suis naturellement totalement d'accord avec tout ce qui a été dit, et notamment sur le fait que ça ne se parle pas, enfin c'est quand même incroyable. Je voulais juste effectivement apporter un petit correctif, alors même si effectivement c'est quelque chose qui s'est pratiqué à une époque un peu plus souvent que maintenant, et que maintenant effectivement on n'entend pas parler que ça se fait vraiment. Théoriquement il y a l'article R111.2 du Code de l'urbanisme qui prévoit effectivement d'interdire la construction si jamais il n'y a pas d'eau à l'endroit où on veut construire. Je crois que récemment, cet article a été utilisé dans l'Hérault. Je ne sais plus où, mais enfin, je veux dire, il y a des communes de l'Hérault où ça a été mis en pratique très récemment. Mais pour répondre plus globalement à votre question et après essayer de positiver ou d'essayer de faire une réponse positive. Nous, ce qu'on n'arrête pas de dire dans nos avis, dans nos rapports annuels, etc., il y a un énorme défaut de culture évaluative en France. Et je peux vous dire, enfin, les évaluations environnementales qu'on voit sur les documents d'urbanisme en particulier, la préoccupation de la disponibilité de la ressource en eau, on la voit quasiment jamais, ou du moins il y a des éléments qui, voilà, on est approvisionné par telle chose, telle chose, telle chose, mais effectivement, il n'y a pas de réflexion prospective sur est-ce que la ressource va baisser, comment on est approvisionné. Et donc, moi, on ne voit pas beaucoup de documents d'urbanisme à l'AE, mais on en a vu quelques gros. Et je peux vous dire que même dans les très gros et dans des régions du Sud, je veux dire, cette question-là, je veux dire, elle n'est même pas évaluée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recherche de solution, puisque le problème, il n'est pas correctement posé. Donc ça, c'est un vrai problème. Moi, je pense que pour répondre à votre question, la seule solution, et c'est pour ça que j'ai parlé des différentes échelles de territoire, nécessairement, la discussion, elle doit être socio-économique, je dirais, aux différentes échelles du territoire. Peut-être aux SDAG, parce que j'ai oublié de parler de l'échelle de bassin, mais la région, on a parlé des SRADET, on a parlé des PTGE, etc. Parce que je pense qu'avec le mot sobriété, il y a nécessairement le mot équité.
C'est-à-dire que, je veux dire, il faut que tout le monde se mette autour de la table pour que chacun fasse sa part d'effort, et que ça, effectivement, on ne peut pas le décider uniquement par filière, par niveau professionnel, etc. Je pense que nécessairement, l'effort, il doit partir d'un constat partagé sur un territoire, mais avec une culture évaluative digne de ce nom, et que les gens se disent, bon ben voilà, aujourd'hui on a tant de mètres cubes d'eau, dans 20 ans, dans 30 ans, on en aura tant de moins. Et donc, voilà, comment on se répartit l'eau qui restera disponible? Pour l'instant, on n'est pas là-dedans. Et quand on voit ce qui s'est passé cet été, ça a été l'inverse. C'est-à-dire chacun de justifier « Ah, mais moi, j'en ai besoin, et ça fait de l'économie, et ça fait de l'économie. » Donc, chacun peut avoir cet argument. Donc, si on n'a pas une discussion, effectivement, qui se soucie de l'équité de l'effort et de la répartition de l'effort, je pense qu'on s'en sortira pas. Et ça, c'est bien dans les territoires, effectivement. D'ailleurs, on le voit quand il y a des sages. Ça, c'est un sujet que les sages identifient et font remonter. Quand il n'y a pas de sages, il n'y a pas de lieu où ce débat peut avoir lieu. Monsieur Poupart. Peut-être, oui. Pour prolonger sur ce sujet-là, donc déjà la sobriété, il ne faut pas regarder juste la sobriété de l'eau. En fait, quand on parle de sobriété, il faut regarder la sobriété de l'ensemble de des ressources qu'on consomme, soit à titre personnel, dans son ménage, soit dans son entreprise, soit sur un territoire. Pour reprendre l'exemple des documents des PLU ou des SCOT, des documents d'urbanisme, en fait, les documents d'urbanisme, à l'origine, c'est juste comment on va utiliser le foncier. Donc c'est juste une ressource, le foncier, et comment on va l'utiliser. Et il ne se préoccupe absolument pas de toutes les conséquences de cette occupation. Et en plus, c'est statique, c'est-à-dire que j'ai un plan, un zonage, des règles établies pour une certaine durée, et puis après, on verra. Et en fait, je pense que si on veut mettre de la sobriété là-dedans, il faut complètement changer la façon de voir et se dire... Mon territoire, il a un métabolisme, il y a des flux qui circulent là-dedans. C'est quoi ces flux? Il y a de la chaleur, il y a de l'eau, il y a de l'énergie, il y a des gens, il y a de la mobilité, etc. Comment ils se répartissent? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les répartir mieux? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer la chaleur qui est là pour la transporter ici plutôt que de la perdre dans la nature et de réchauffer à grands coups d'électricité ou autre? Enfin, voilà. C'est toute cette approche. On citait les Pays-Bas tout à l'heure. Moi, j'avais été frappé à Rotterdam. Rotterdam, la ville de Rotterdam, qui est par ailleurs un grand port, a cette approche par flux. Et je pense que c'est le seul moyen en fait de traiter, parce qu'une fois qu'on connaît les flux, on se pose vraiment la question où est-ce que je peux économiser. Sinon, on est sur une vue statique et on ne voit pas comment est-ce qu'on peut progresser. Merci, Monsieur Poupart. Monsieur Solekoulou, si vous n'avez pas de micro, on ne vous entendra pas pour les enregistrements. Mais après, je vous invite à continuer les échanges en sortant. Je vais donner la parole à Monsieur Rampa, et puis après, on va devoir conclure rapidement, mais n'hésitez pas, après la conférence, à discuter entre vous si vous avez des questions. Oui, juste une remarque de bon sens. Moi, j'ai un territoire, c'est une préfecture en plus, où cet été, on n'avait pas le droit d'arroser, pas le droit de laver les voitures, etc. Et ça frise le ridicule absolu quand on sait qu'à 3 km de là, il y a un réseau d'irrigation qui est nos limites. On arrose les pelouses du stade avec de l'eau potable, on fait du béton avec de l'eau potable. Pourquoi? Parce que les deux structures ne se parlent pas. Parce que c'est ça la France, c'est bien coupé en petits bouts là. Il n'y a pas de réflexion d'ensemble. Et la deuxième remarque que je ferai... Je précise que votre territoire, c'est l'Ardèche. Oui, peu importe, ça pourrait être ailleurs. Non, mais j'ai des exemples ailleurs. Ah non, d'accord, non, je croyais que vous parliez principalement de l'Ardèche. Mais... sans faire Monsieur Tuyau, je voudrais quand même dire que le génie de l'homme, il a des solutions, pas pour tout. On ne va pas trouver de l'eau s'il n'y en a pas. Par contre, les Romains l'ont fait il y a 2000 ans, on sait encore faire des grands transferts d'eau, on sait faire beaucoup de choses. Voilà, c'est tout simplement ce que je veux dire. Et que dans les masses d'eau qui sont abîmées, là, il y a beaucoup de masses d'eau qui sont peut-être abîmées parce que les réseaux d'eau d'assainissement sont complètement défaillants. Voilà, c'est tout. Merci, Monsieur Rampa. Une réaction ou on va conclure là? Monsieur Thierry Burlot a dû partir puisqu'il avait un train à prendre et on a pris un petit peu de retard. Je voulais en tout cas vous remercier d'avoir participé avec nous à cette conférence. Merci Madame Dozer d'avoir été avec nous par visioconférence. Merci à Monsieur Poupart, à Monsieur Lallemand, à Monsieur Le Danvic. J'en profite pour vous dire que nous organisons notre colloque annuel le mercredi 2 novembre matin
Ce sera au CESE, au Palais d'Iéna. Et sur le sujet donc de la politique de l'eau et la crise climatique, quelle réponse après l'été 2022 entre pragmatisme et courage politique pour justement développer toutes ces questions de sobriété, gouvernance et usage de l'eau et financement de l'écologie aujourd'hui en France. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.